Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Donc je vais continuer sur le sujet de la dualité, parce qu'en me questionnant à la fin de l'épisode précédent, il y a des choses qui ont remué en moi, qui ont bougé et qui m'ont ouvert à d'autres questionnements. Donc je ne pensais pas faire une suite, ça fait déjà 2 épisodes où je fais une suite avec la responsabilité et la dualité. Voilà, ça se présente comme ça, donc les choses sont juste telles qu'elles sont. Donc le questionnement sur la dualité, là ça m'est venu, c'est sur la question de liberté. Est-ce que l'expérimentation que nous faisons sur cette terre par rapport à cette dualité, donc bien, mal, pour, contre, d'avoir des avis divergents, ça ne nous apporte pas une forme de liberté? Dans le sens où je reviens sur mon rêve, quand on était connecté de l'autre côté, dans l'au-delà, on va l'appeler comme ça, le côté des entités non incarnées, il faut savoir qu'on n'est plus représenté sous forme humaine comme on est là. Nous ne sommes plus qu'une trace énergétique, donc les informations en fait circulent d'énergie à énergie, et ensuite c'est l'interprétation du cerveau qui nous donne l'image selon l'interprétation et selon notre panel de connaissances, selon notre répertoire visuel. Si vous me suivez depuis un moment sur les podcasts, c'est comme ça que j'envisage les choses. Donc quand on reçoit une information énergétique, après évidemment c'est notre imagination qui interprète et qui nous donne des visualisations. Mais en tout cas de l'autre côté, il faut savoir que c'est juste des traces d'énergie, c'est juste des échanges d'informations. Il n'y a plus d'enveloppe corporelle, on n'a plus vraiment, on va dire, d'apparence. Donc quand on est de l'autre côté, donc le mode de communication c'est ça, c'est échange de connaissances, d'informations sous forme d'énergie qui sont après interprétées sur Terre avec des visualisations, mais il n'y a pas ça de l'autre côté. Et on s'aperçoit qu'il y a absence de ressenti, d'émotion, et en fait chacun s'attelle à sa tâche, à sa mission, comme si c'était la normalité, enfin c'est la normalité là-bas, il n'y a pas de remise en question. Donc on s'aperçoit qu'il y a une hiérarchisation des tâches, des connaissances, de qui a accès à quoi, de qui fait quoi, et pas de pensée, pas de remise en question. C'est un peu l'unicité de la pensée, et c'est là où je me suis demandé si c'est pas une forme d'enfermement, et si c'est pas pour ça que nous nous incarnons sur Terre pour acquérir cette liberté de penser, cette liberté de choix, cette liberté d'expérimenter, parce qu'au final, de l'autre côté, on n'a pas ça. En fait, chacun a son rôle, chacun va choisir le rôle qu'il a à faire, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment cette liberté? Parce que le fait de se confronter à un avis divergent, ça va permettre de voir où on en est, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir remettre en question la pensée de l'autre, de remettre la question en général. Et est-ce que quelque part, c'est pas nous donner cette forme de liberté, liberté de penser, de choix, de se construire? Et si on l'applique à notre société, si on sort de cette dualité et qu'on arrive à l'unicité de pensée, est-ce qu'on ne serait pas dans un enfermement? Puisqu'il n'y aurait plus de remise en cause en fait. Ça serait tout le monde pareil, tout le monde la même chose, tout le monde en même temps, il n'y aurait pas de confrontation de point de vue, et il n'y aurait pas de pensée en fait, il n'y aurait pas de réflexion, on ne se mettrait plus à réfléchir aux choses, on ne ferait que les appliquer. Donc est-ce que ça ne serait pas une forme d'enfermement?
Et à la fois, ça nous apporte la paix, puisque du coup, il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus d'avis divergents, donc on ne remet plus en question, donc ça apporte la paix, effectivement. Mais est-ce que ça apporte pas une forme aussi d'enfermement, d'unicité de la pensée? Voilà, c'était le questionnement qui est sorti. Si je prends l'exemple des globistes et des platistes, donc au-delà du contenu de la pensée qui peut paraître farfelu d'un côté ou de l'autre, chacun se défend, il y a quand même une certaine réflexion et je voudrais m'attacher à ce point intéressant de la réflexion de la pensée de chaque côté. Donc du côté des globistes, on a cette argumentation qui a quand même eu expérimentation, il y a des savants qui se sont posés sur la question, on a quand même étudié le mouvement des planètes, il y a eu quand même de grandes découvertes sur l'interaction des planètes, et c'est comme ça qu'on les a découverts aussi, hein, c'est du coup l'interaction avec la gravité, etc., l'éloignement, enfin, vous voyez, il y a eu tout ça. Avant, effectivement, ils pensaient que c'était plat, et puis en expérimentant aussi avec donc les voyages à bateau, parce qu'avant, il n'y avait pas encore les avions, donc on s'est aperçu qu'on pouvait faire le tour du globe, etc., on a découvert d'autres continents, etc., donc avec cette argumentation, on voit que c'est quand même appuyé sur une expérimentation, sur des faits, sur une histoire qui est passée, etc. Donc il y a quand même une réflexion derrière, une recherche, et il y a eu tout ce processus d'expérimentation, de recherche, de questionnement de la part des scientifiques qui se sont posés des questions, etc. Et c'est ce que l'on enseigne. De l'autre côté, ce qui est intéressant dans la pensée des platistes, c'est qu'ils ont pour argumentation, oui, alors là, en fait, vous apprenez des dogmes et des bases que l'on vous donne, mais au final, vous les remettez pas en question, vous ne faites que les apprendre, et le fait de ne pas remettre en question, d'apprendre bêtement, vous suivez un petit peu comme des moutons. Et c'est pas mal de se dire que effectivement, ce point de vue se défend aussi. Ce que l'on apprend, est-ce qu'on ne doit pas quelque part aussi s'interroger, le remettre en question ou pas? Donc ça se défend aussi comme pensée, au-delà après des argumentations d'un côté ou de l'autre qui vont paraître farfelues, parce que pour les platistes, au final, l'argumentation de il y a d'autres savants, d'autres scientifiques qui ont vérifié, ils vont dire bah oui, mais toi t'as pas expérimenté, comment tu peux donner crédit à? Et de l'autre côté, les globistes se moquent des platistes parce qu'ils ont des idées farfelues, que ça s'arrête avec un mur de glace, un dôme, et qu'il y a des choses cachées, et ils posent la question, pourquoi il y aurait des choses cachées, quel est l'intérêt? Donc voilà, on voit que au-delà en fait du contenu des idées, le fait de confronter des avis divergents, ça permet quand même une certaine réflexion, une certaine remise en question, et aussi, ça montre qu'on est toujours en train de se questionner, de rechercher. Parce qu'au final, s'il n'y avait plus cette recherche de pensée, il y a un appauvrissement de la réflexion. Donc le fait de s'interroger, de se questionner, de remettre en cause ou pas, ça permet de cultiver cette méthode de réflexion, cette méthode de pensée. Donc est-ce que ça serait bien finalement de sortir de ce système de dualité, ce qu'on a envie de faire, puisqu'on a envie de s'améliorer, on a envie de se rapprocher de sa part divine, donc la part que nous sommes une fois que nous ne sommes plus incarnés, on a envie de se rapprocher de ça, mais au final, si on fait ça sur Terre, là où on est venu expérimenter, est-ce que ça fait pas disparaître ce système de pensée, où tout après devient lisse et linéaire? Donc est-ce que c'est judicieux ici d'arrêter cette dualité? Voilà, c'est encore un questionnement intéressant. Donc j'aime bien me faire des nœuds au cerveau et de m'interroger. C'est vrai que, en fait, dans l'enseignement, tout ce qu'on nous apporte, à un moment donné, c'est un petit peu comme ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on nous a éduqué, comment on nous a éduqué quand on est petit, les formes de pensée, etc. On peut le remettre aussi en question. Donc là, j'avais pris globiste platiste, mais si je prends par exemple l'histoire. L'histoire, comme elle est enseignée, je ne l'ai absolument jamais comprise. Parce que pour moi, on me donnait des blocs de périodes. Donc de telle à telle période, c'est ça. De telle à telle période, c'est ça. De telle à telle période, c'est ça. Et c'est des blocs fermés qui sont en plus un peu différents les uns des autres. Donc je me dis, comment on peut passer d'un bloc à un autre
ça n'a pas vraiment de transition, c'est un peu brutal, une civilisation à une autre, c'est comme ça. Et en plus, en grandissant, donc adulte, je me rends compte que l'histoire est racontée seulement d'un point de vue. C'est le point de vue généralement de celui qui a gagné la guerre, de comment c'est raconté, et puis aussi selon le pays. Même si on vit la même guerre, ça va pas être raconté de la même façon selon les pays. Et tout ça, pour moi, ça n'avait absolument aucun sens d'avoir des blocs comme ça qui se juxtaposent et qui n'ont pas de lien, pas de corrélation. Je voyais pas le lien, comment on passe de l'un à l'autre, un peu comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, vu comment c'est enseigné, ça me donnait ça. Et maintenant, quand je me connecte aux énergies et que je voyage un peu comme ça à travers l'histoire, à travers le temps, parce que en plus on se rend compte qu'il n'y a pas de limite d'espace-temps quand on est dans les énergies. Donc quand on se connecte à ça, on s'aperçoit que en fait l'histoire qui est racontée, c'est une partie de l'histoire, c'est un morceau infime de ce qui s'est passé, et puis c'est la vision de ce qui a eu comme trace écrite, etc., d'une personne lambda, mais c'est pas forcément la vision et ce qui s'est passé en général. Sachant qu'en plus on fait beaucoup de suppositions sur comment vivaient les hommes avant, etc., par rapport aux fouilles, par rapport à ce qu'on trouve. Et après il y a des remises en question parce que il y a des temples que finalement on redécouvre plus tard avec du coup des techniques de construction plus avancées, alors qu'on avait déterminé que là les hommes n'avaient pas tant avancé que ça, et du coup ça remet en question, on se dit mais mince, finalement il y avait peut-être des civilisations un peu plus avancées, et oui, on ne sait pas tout parce qu'on n'a pas les connaissances de tout sur tout, il n'y a pas eu de l'écrit sur tout. C'est surtout ça, c'est qu'en fait on s'est basé l'histoire sur les écrits qu'on a pu trouver, traduire. Mais au final, on s'aperçoit que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et effectivement, quand on se connecte aux énergies, parfois il y a des mélanges de cultures, d'histoire. Donc après, comme je vous dis, c'est une information énergétique que l'on reçoit. Et dans cette information énergétique, on se dit ah mais c'est bizarre, il y a cette période de l'histoire avec cette période de l'histoire, et je me retrouve avec les deux informations en même temps. Et du coup, on se pose la question, mais pourquoi? Parce que historiquement, c'est pas la même période, c'est pas possible en fait de connecter les deux en même temps et de les avoir là tout de suite dans le même espace, dans le même environnement. Donc finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de se remettre en cause aussi sur ce qu'on nous apprend, l'enseignement. Et à la fois, est-ce qu'on peut simplement se baser sur notre expérimentation pour dire que c'est un fait qui existe, je l'ai expérimenté, donc c'est vrai, c'est ça. Est-ce qu'en même temps, on n'expérimente pas aussi ce à quoi on croit fondamentalement à l'intérieur de nous? Par exemple, pour les entités non incarnées, je me pose la question, donc je me la pose encore, c'est pour ça que je parle au présent. Pourquoi il y a des personnes qui se sentent attaquées, menacées, et pourquoi à d'autres ça n'arrive pas? Est-ce que c'est un problème de protection, d'élévation du taux vibratoire, de ce que la personne met en place ou fait, parce que parfois on peut faire des choses maladroitement et attirer des choses à soi qu'on ne souhaitait pas? Ou est-ce que c'est à cause de ses croyances, parce que ces croyances-là, elle se fait attaquer dans les énergies, parce qu'elle a les croyances que c'est possible de se faire attaquer. Donc je me pose toujours la question, et en plus aujourd'hui, donc il y avait quelqu'un qui a ouvert un sujet de conversation comme ça, donc j'ai dit je suis la conversation parce que je me pose cette question, donc si d'autres personnes peuvent m'amener à la réflexion sur ce sujet, je veux suivre la conversation. Et une personne m'a répondu, en fait les personnes se font attaquer tout simplement à cause de leur peur. Donc ça revient en fait à ces croyances. Donc du coup, quand on mélange un petit peu tout ça, on se dit, donc effectivement, si on se base que sur notre expérimentation, notre vision est très limitée au final. En plus, on est limité aussi par notre corporalité. Effectivement, on entend dans la spiritualité que nous sommes des êtres divins capables de tout. Oui, mais capable de tout avec aussi des limites terrestres parce qu'on est dans cette corporalité. Pour être vraiment illimité, il faut sortir de cette corporalité. Et si on est venu là, c'est qu'il y avait une raison, on voulait aussi tester ces limites-là. Et donc à la fois, être incarné sur cette terre, ça nous limite dans notre corporalité, mais est-ce que quelque part, ça nous libère pas de toute la hiérarchie, de tout le dogme en fait, de toutes les règles qu'il y a de l'autre côté,
qui sont pas vraiment des règles, on va dire, enfin peut-être que si, hein, en fait on n'en sait rien, des règles établies qui sont censées cloisonner. On a accès à ce moment-là à toute la connaissance, tout le savoir, mais il nous manque quand même quelque chose, puisque vous voyez, on vient quand même sur Terre pour expérimenter les sentiments, etc. On vient faire une expérimentation, donc quelque part il y a un manque. Si on vient, c'est qu'il y a un manque. Donc quelque part il y a quand même un manque de ce côté-là. Donc est-ce que c'est pas ce manque de liberté, voire cet ennui, avoir accès à tout en permanence, à toute la connaissance, etc. C'est bien parce qu'on a accès à tout. On sait tout sur tout, on n'a pas vraiment à se poser de questions puisqu'on a l'accès instantané. Mais en même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui est manquant, limitant, puisqu'on vient expérimenter sur cette terre. On est en recherche de quelque chose, on est en recherche d'expérimentation, de ressenti, encore de savoir. Donc finalement, la dualité, c'est un peu plus complexe encore. Plus j'avance dans la réflexion, plus je me dis il y a sujet à penser aussi. Donc au final, de l'autre côté, on a accès à tout savoir, à toutes ces connaissances, on est illimité, mais il y a un manque de quelque chose avec cette recherche qu'on vient faire sur Terre sur l'expérimentation des sentiments, des ressentis. Et quand on est sur Terre, on est limité par notre corporalité, donc on est dans ses ressentis, dans ses émotions, etc. Et on a cette forme de liberté parce que on est libre de penser, ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre côté, puisqu'on n'a pas besoin de penser, on a accès à toute la connaissance. Donc est-ce qu'on ne vient pas sur cette terre pour expérimenter cette dualité, cette complexité de la pensée, de réflexion, des avis divergents et tout le panel, pour avoir cette forme de liberté? Liberté d'agir, de mouvement, d'action, de ressenti. Est-ce que c'est pas là un petit peu le but de cette incarnation en fait? Voilà, c'est ce que je me suis posé comme question en me disant que si on arrivait à sortir de ce système de dualité et qu'on arrivait à la pensée en fait lisse et unique et à la paix, et bien effectivement, du coup on arrive à la paix, mais il n'y a plus ce système de réflexion, il n'y a plus de remise en cause, on ne s'interroge plus sur les choses. Donc est-ce que notre dimension n'est pas faite pour ça, pour expérimenter ces méthodes aussi de réflexion et de pensée? Et vous voyez, quand je me suis connectée à un autre moi d'une autre dimension, il n'y avait pas ce système binaire de bien-mal. Ils n'avaient pas cette façon de penser. Et du coup, quand j'observais leur mode de fonctionnement, donc moi je me disais ah oui, d'accord, donc ça c'est plutôt bien mal par rapport à nous, notre façon de voir ici. Mais pour eux, c'était juste normal et c'était juste des faits et des actions. Donc ils faisaient les actions selon les faits selon les actions. Et cette personne que j'ai connectée, en fait, elle a pris des informations de notre temporalité, de notre dimension-là, pour l'appliquer de l'autre côté. Et pour moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que je considère pas ça, je vais pas dire bien mal, mais je vais dire que c'est pas quelque chose que j'apprécie, que je tolère dans ma vie et que je souhaite expérimenter. Voilà, on va dire ça le plus simplement du monde. Je ne souhaite pas expérimenter ce genre de choses, mais elle a récupéré l'information pour l'expérimenter de son côté sans ce traitement de jugement. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Elle va s'en servir, en fait, elle se sert juste d'un fait, d'une information qui va lui servir à d'autres actions. Voilà, il n'y avait pas ce jugement de valeur, en fait. Ce jugement de valeur, je l'avais moi ici pour cette dimension. J'ai ce jugement de valeur en me disant non, je ne ferai pas ça parce que ça ne me plaît pas, ça ne me correspond pas. Vous voyez, j'y mets des sentiments, j'y mets un avis, j'y mets aussi un jugement. Vous voyez, j'ai quand même cette pensée-là par rapport à cet événement. Alors que elle, c'était juste une information, elle a pris l'information, elle l'a utilisée sans ce traitement de jugement, etc. Et peu importe ce que moi j'en pensais. Donc voilà, vous voyez, il y avait cette dimension où il n'y avait pas ces choses binaires, c'est le camp des gentils, le camp des méchants, même si les deux étaient en confrontation. C'était juste, ils étaient en confrontation parce qu'il y en avait un qui mangeait l'autre. Et au final, les autres, il fallait juste qu'ils se défendent pour pas se faire manger. Et en ayant ce rapport aussi de... du coup ces humanoïdes, parce que du coup c'était deux camps d'humanoïdes, dans l'information que j'ai reçue,
Du coup, ceux qui mangent les autres, je les associe à une certaine forme d'image par rapport à ce que je connais ici de mon répertoire, de mon panel. Donc moi, je les appelle d'une certaine façon parce que forcément, c'est par rapport à mes connaissances que j'ai ici, par rapport à mon passé de science-fiction, etc. Donc j'associe ça à cette image, cette information énergétique, à ce panel d'informations que j'ai reçu. Mais au final, ceux qui mangent les autres, donc des humanoïdes qui mangent d'autres humanoïdes, on va les appeler comme ça pour vraiment que ça reste le plus neutre possible. Chez nous, on dirait c'est du cannibalisme, donc c'est mauvais. Alors que eux, ils n'avaient pas ça, hein. C'était juste, voilà, il y a un camp qui mange l'autre et l'autre doit se défendre. Et si on transpose un petit peu, du coup, ce mode de réflexion à notre monde, c'est un petit peu ce que nous, on fait aussi avec les êtres vivants. Donc il y a un camp qui mange l'autre, qui mange les animaux et les plantes. Et on se nourrit de ça, et on en a besoin pour vivre. Et du coup, ici, il y a du coup deux formes de pensée où il y en a certains, ils vont vous dire c'est pas bien de manger les êtres vivants, en même temps on en a besoin pour vivre, même on a la possibilité de se nourrir aussi que de prana, vous voyez, il y a d'autres solutions. Donc au final, en ayant cette vision-là de chez eux, c'était pas un jugement de valeur que l'un mange les autres, même si c'était des humanoïdes, nous on a cette vision-là que un humain ne peut pas manger un autre humain, c'est pas bien, mais un humain peut manger un autre être vivant, ça pose pas problème. Donc du coup, ça remet un petit peu les choses à plat en se disant que la moralité, ce que l'on peut appeler les choses normales ici, c'est vraiment dans notre dimension. Et le fait de donner crédit à, et ben encore, c'est une question de choix. Donc on a encore la possibilité de faire ce choix, de respecter le vivant ou pas, selon sa façon de voir soi. Mais au final, il faut sortir de ce jugement en se disant c'est bien, c'est pas bien. Il faut voir aussi un petit peu de façon plus globale. Ben oui, mais si tous les humains se nourrissent que de prana, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas faire le retour en arrière après de se nourrir de nouveau. Donc est-ce que c'est aussi la solution de se nourrir que de prana ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette forme d'équilibre, si on respectait un petit peu mieux le vivant, cette forme d'équilibre de qui mange qui ? De qui mange quoi, parce qu'au final même les êtres vivants mangent d'autres êtres vivants, hein, que ce soit végétaux ou d'autres animaux. Donc voilà, en fait il faudrait plus statuer sur faire les choses de façon plus équilibrée, plutôt que d'essayer de trancher dans cette binarité bien-mal et un camp et l'autre. Il faudrait être un peu plus équilibré. Donc est-ce que ça serait pas plutôt vers ça qu'il faudrait tendre, vers plus d'équilibre dans nos avis divergents et nos modes de pensée contradictoires, complexes et paradoxales, parce que même nous-mêmes, nous sommes parfois paradoxales avec nous-mêmes, parce que si je reprends cette conscience sur les êtres vivants, bah oui, on a cette conscience sur les êtres vivants, surtout pour les animaux, mais les végétaux, en fait, pour l'instant, tout le monde s'en moque un peu. Hein. Il n'y a pas vraiment de personne qui défend la cause végétale. À la fois, on a cette conscience des choses que tout n'est pas bien fait, donc il faudrait ramener plus d'équilibre, mais en même temps, on a aussi ce système de vouloir encore vivre et survivre sur cette planète. Et on est venu expérimenter tout ça, donc est-ce que ça fait pas partie, le tout, de l'expérimentation qu'on est venu faire dans cette binarité, dans cette dualité, dans ces jugements, ces avis, ces croyances que l'on peut avoir? Est-ce que c'est pas finalement le but de notre dimension, de ce qu'on est venu faire là? Et est-ce que du coup nous amener à changer tout ça, est-ce que ça serait réellement une bonne chose pour d'autres âmes qui voudraient expérimenter? Est-ce qu'on devrait changer complètement notre dimension, ou est-ce que notre dimension est effectivement en évolution et tend vers plutôt une unicité de la pensée, une linéarité et donc la paix? C'est possible aussi, c'est peut-être l'évolution de notre dimension à long terme. Et c'est ce que j'avais eu aussi comme message pour la 7e génération. J'avais fait un voyage chamanique sur ça, et c'est ce que j'avais reçu comme message, où à la 7e génération, ils avaient atteint ce point d'équilibre dans le respect de tous et de chacun. Donc c'était assez incroyable, et je pense que effectivement c'est possible. On peut atteindre ce niveau-là et vivre en paix, en harmonie avec les animaux, la nature, en prenant plus conscience des choses. C'est possible. Mais dans ce passage entre là où on est maintenant et la 7e génération, il y avait un gros blackout bien pire que ce qu'on vit actuellement. Donc est-ce que l'humanité doit encore traverser
bien pire pour aller vers mieux? Est-ce que effectivement on tend vers ça? Ça sera que la 7e génération, quand elle écoutera ce message, elle pourra répondre effectivement positivement ou non en disant bah oui, on a atteint ce point d'équilibre ou pas, mais là pour l'instant, à l'instant T, on peut pas avoir la confirmation de. Donc voilà ce à quoi m'a amené toutes ces réflexions sur notre système binaire et à la fois c'est bien d'en prendre conscience pour essayer de s'améliorer, de changer et d'être un peu moins tranchant envers les personnes quand on leur parle en émettant ce jugement de valeur, etc., en étant un peu plus ouvert et en essayant d'accueillir avec le cœur, ce qui n'est pas toujours facile quand les croyances vont en contradiction avec la morale. J'en avais déjà parlé avec la responsabilité. C'est vraiment le moment le plus difficile d'accueillir avec le cœur la vérité de l'autre quand ça touche la morale et ça touche des valeurs intrinsèques importantes, qui sont importantes pour nous au final, parce que pour l'autre ça ne l'est pas. Donc c'est important en fait pour soi, donc faut revoir aussi que c'est notre choix. Et donc avoir cette ouverture de cœur pour entendre ce que l'autre dit sans pour autant l'accepter et se laisser marcher dessus. Donc voilà, trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est ce qui revient un petit peu aussi pour tout ce système binaire, énergie féminine, masculine, etc. C'est plutôt atteindre le point d'équilibre. Comme nous sommes dans cette dimension de binarité, de dualité, de confrontation, eh bien essayer de ramener plus d'équilibre et d'accueillir l'autre dans l'ouverture du cœur, même quand c'est difficile, remuant et challengeant. Je pense que c'est comme ça, en ramenant plus d'équilibre, qu'on arrivera à s'améliorer soi. Si tant est qu'on a envie de s'améliorer. Mais ça, c'est une question de choix, encore une fois. Donc, si jamais vous voulez réagir, apporter d'autres connaissances, d'autres avis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, voire lancer un podcast en duo. On peut continuer sur ces systèmes de pensée, sur responsabilité et sur la dualité et tout ce que ça enchaîne après derrière comme système de réflexion. Donc, n'hésitez pas. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée, après-midi, soirée ou nuit. À bientôt.